Bonjour à tous, j'ai beaucoup de choses à dire, que je dirai pas toutes dans cette vidéo. Au départ, je voulais faire cette vidéo sur une théorie que j'ai et que je suis en train de développer en cherchant sur internet. J'ai l'impression que la testostérone est à la base de la formation de pervers narcissiques, en partie. Que la testostérone agit sur le cerveau de façon à créer de la perversion narcissique et à créer des personnalités perverses narcissiques. Notamment parce que c'est par la testostérone que se développe le garçon en tant que fœtus par rapport à la fille, et que force est de constater, j'ai beau chercher dans toutes les confins de ma mémoire, de mes souvenirs, de mes propres expériences, je ne vois aucun homme qui est capable de se remettre en question, je ne vois aucun homme qui est capable de sensibilité et d'émotion réelle. Je ne vois aucun homme qui est vraiment capable d'empathie, je ne vois aucun homme qui est vraiment capable de s'investir dans une famille, à éduquer ses enfants, à prendre soin de sa femme, à la respecter totalement, à être totalement transparent avec elle. Je ne vois rien de tout ça. Donc j'ai l'impression que 100% des garçons, 100% des hommes, sont en fait des pervers narcissiques, et que 50% des femmes sont soit perverses narcissiques, soit elles ont gardé leur capacité de sensation et d'émotion intacte, et comme 75% de la société était perverse narcissique, et qu'elles sont obligées de se confronter à tout cela, elles deviennent hypersensibles et hyper émotionnelles, mais c'est pas elles leur faute, c'est la faute des pervers narcissiques. Donc voilà, j'en viens à cette conclusion qui est assez effrayante, mais voilà, je vous propose de réfléchir vous-même à cette question, et si vous connaissez vraiment des hommes qui sont vraiment empathiques, qui sont vraiment à s'occuper de leurs enfants de façon égale avec la femme, à s'occuper des affaires ménagères, à s'occuper de tout ça, dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Parce que franchement, j'en connais aucun. Donc ma prochaine vidéo sera justement sur cela, sur la probabilité que la testostérone est une raison majeure de la création de perversion narcissique et de personnalité perverse narcissique. Donc ça explique pourquoi cette vidéo est sur la structure du cerveau du pervers narcissique. Alors avant d'entamer ce sujet justement sur la structure du cerveau du pervers narcissique, je veux parler du symbole de du 33e grade de... On sait de quoi je parle, je ne le dirai pas ici pour pas que ma vidéo soit censurée. Ce symbole, c'est un aigle à deux têtes avec une couronne. C'est aussi la représentation de l'homme qui est devenu Dieu, qui est devenu un certain grand architecte. Et ça rejoint totalement ce que je vais dire sur le cerveau du PN ici. Et en fait, l'aigle à deux têtes, ça représente la capacité d'avoir deux personnalités, d'avoir celle en société et d'avoir la réelle. Et la couronne, c'est la représentation de l'homme-dieu. Donc en fait, on pense que ce 33e grade n'est réservé qu'aux présidents, tout là-haut, là. Mais non, en fait, tous les gendarmes, tous les policiers, tous les avocats, tous les maires, tous les sénateurs, tous les procureurs, tous les hauts fonctionnaires, ils ont ce grade. Ils ont ce grade. Et ils ont cette personnalité de double face, où on prétend devant la société avoir des grandes valeurs, avoir de ça, puis derrière, en fait, c'est l'hypocrisie totale, quoi. Et c'est la valorisation, le besoin de se mettre en exergue, de se sentir supérieur aux autres, de faire partie d'une élite. Donc voilà, pour le 33e grade, vous savez maintenant ce que ça veut dire, et qui l'a, surtout qui l'a. Et en fait, il y a plein de gens qui l'ont. Je sais pas, 40% des gens autour de nous l'ont. Alors, le cerveau du PN. Et là, c'est vraiment des études qui ont été faites par des neuroscientifiques, des études qu'on peut trouver sur Internet, de plusieurs personnes. Donc ça, vraiment, ça se chevauche, ils disent la même chose.
Donc il y a clairement des anomalies structurelles et fonctionnelles dans le cerveau d'un pervers narcissique. Il y a une incapacité à ressentir de l'empathie, ça on le savait déjà, mais c'est pas seulement, c'est pas qu'il en a un peu ou qu'il en a pas assez, c'est qu'il n'en a pas du tout, comme un psychopathe. Il n'a aucune empathie. Et tout ce qui vous prétendra dire en avoir, s'excuser ou quoi, c'est faux. Faux, c'est un masque. Il n'a pas d'empathie. Il n'a pas plus d'empathie qu'un psychopathe. Du coup, il a un besoin compulsif de manipuler, et on va voir ça pourquoi. Et il a des défaillances neurologiques, psychologiques et chimiques qui sont à chaque moment, quoi, à chaque instant. Alors, les anomalies structurelles et fonctionnelles. Il y a une réduction du cortex cérébral dans les zones associées à la compassion et l'empathie. Il y a un déficit de matière grise, un volume anormalement faible dans le cortex préfrontal antérieur et dans les lobes temporaux. Et ce sont les zones essentielles du raisonnement moral, il n'a aucune morale, et dans le traitement des émotions présociales, comme la culpabilité, l'embarras, le remords. Il a une altération, de la matière blanche, c'est-à-dire qu'il a des anomalies dans les fibres nerveuses du cingulum postérieur. Et cette altération de matière blanche, elle est censée relier les différents cortex. Donc ça veut dire, c'est la raison pour laquelle il a un total manque d'empathie. Parce que les énergies des émotions, les messages des émotions ne passent tout simplement pas entre les différents cortex. Donc il a des émotions, mais il est incapable de les percevoir. Il est incapable de les comprendre, il est incapable de les déchiffrer, il est incapable de les processer. Ensuite, le dysfonctionnement psychologique et faux self qui en découle. Comme il est incapable de ressentir les émotions, comme il est incapable de gérer, de comprendre socialement ce qui se passe et tout ça, il a un vide identitaire abyssal. Il n'a pas d'identité. Il est vide, il est complètement vide. Il a une absence de vrai moi. Il n'a aucune construction des fondations psychiques stables. Et il n'a aucune capacité d'autonomie affective. C'est la raison pour laquelle il se crée en permanence des faux self pour masquer ce vide intérieur et ce manque total d'identité. Et donc c'est une façade complètement artificielle. Donc il faut comprendre que tout ce qui nous tente de nous révéler en public, d'abord c'est faux, ça n'existe pas, et ensuite c'est toujours mensonger, c'est par rapport à vous, il se fait caméléon par rapport à vous pour pouvoir vous manipuler après. Apprenez la psychologie noire, apprenez les techniques de psychologie noire pour vous prémunir. Il n'y en a pas que 4 ou 5 ou 7 ou 8 ou 10 comme le gaslighting, le grey rocking et tout ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a au moins une cinquantaine de techniques de manipulation que le pervers narcissique connaît parfaitement parce qu'il les expérimente depuis la plus tendre enfance. Tout ça aussi, ça débouche vers une dissociation corporelle totale. Donc il ressent pas son corps, il ressent pas le corps de l'autre, enfin il ressent rien, quoi. Il ne ressent rien. Il est incapable de ressentir les choses. Mais du coup, ça lui permet de contrôler son corps comme une mécanique. Ce qu'il fait aussi avec sa proie. C'est un spectateur de ses émotions et de celles des autres. Comme j'ai dit, comme il est incapable de comprendre et de gérer ses émotions et de les dépister, etc. Mais du coup, il est spectateur. C'est pour ça qu'il adore être avocat, policier, gendarme, juge, maire, procureur, tous les statuts sociaux en fait. Fonctionnaire public, agent public, tout ça. Il adore, parce que du coup, psychiatre, parce que du coup, il est spectateur de vos émotions. Il a besoin de se nourrir de vos émotions, il a besoin de se nourrir de vos sensations, il a besoin de se nourrir de vos souffrances pour pouvoir exister lui-même.
parce qu'il est vide. Donc, il va faire ces métiers-là, et il va prétendre à vouloir vous aider, à vouloir à être empathique avec vous, mais en fait, il se nourrit de vous. C'est la raison pour laquelle ils veulent devenir maire, devenir policier, gendarme, avocat, psychiatre. Donc il est insensible, non seulement à vos émotions, mais aussi à ses propres émotions. Ce qui débouche aussi à une conscience déformée. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Il sait parfaitement qu'il manipule et blesse. Tout est calculé, tout est d'une chirurgie, d'une précision chirurgicale, mais vertigineuse. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc quand il va vous faire croire, oui, je ne savais pas, je n'étais pas conscient, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Non, 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 non. Tout a été parfaitement calculé, minutieusement planifié. Il ne perçoit aucun de ses actes comme mauvais moralement. Il n'a aucune morale. Il est incapable de comprendre la morale. Ces circuits cérébraux générant la culpabilité sont dysfonctionnels. Il y a également un déséquilibre chimique qui débouche à la prédation. Donc il y a des déséquilibres neurotransmetteurs des hormones. C'est-à-dire qu'en fait, il va créer des excès de dopamine. C'est pour ça qu'il adore les sports de compétition, qu'il adore obtenir des médailles, obtenir des prix, avoir son nom en tant que prix machin truc, prix Nobel, prix bidule, prix bazar, médaille, diplôme. Et que si vous n'avez pas de diplôme, vous êtes bon à rien, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il adore les sports d'équipe, qu'il adore les sports de compétition, Voilà, donc il a besoin, c'est vraiment cet excès de dopamine, il doit toujours être sous dopamine, c'est son intraveineuse, quoi. Donc il cherche tout le temps la stimulation, la conquête, et il cherche aussi tout le temps la validation et la glorification. Et c'est la raison pour laquelle c'est un éternel prédateur. Et il sait parfaitement, instinctivement, cibler les hypersensibles, les empathiques, les généreux, les personnes qui sont capables de se remettre en question et qui donc pensent que l'autre sait se remettre en question et donc sont prêts à avoir des limites flexibles. Mais avec lui, il faut avoir des limites intransigeantes. Donc, comme il cible instinctivement les hypersensibles, empathiques, généreux, sans limite, il les exploite, ainsi que leur vulnérabilité, mais comme j'ai dit, ce n'est pas des vulnérabilités, ce sont des forces. C'est eux qui sont complètement vulnérables. Ils se croient forts, ils démontrent ils donnent l'impression qu'ils sont forts, mais en fait ils sont complètement vulnérables, et ça on va le voir encore plus loin. Et donc ils les exploitent, ainsi que leur vulnérabilité, pour combler leur vide. Ils sont donc, par cette structure même du cerveau, incurables, car on ne peut modifier la constitution neurologique du cerveau. Alors ça, je trouve que c'est encore à prouver, parce que j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être une bonne décharge électrique ou un éveil obligé, mais en même temps, la glande pinéale, je développerai ça dans ma prochaine vidéo sur le cerveau. La glande pinéale, d'après Descartes, c'est le siège de l'âme. C'est par là qu'on ressent les émotions, qu'on ressent aussi, enfin, qu'on gère la survie aussi. Tout ça, je développerai plus tard. Et quand j'ai fait beaucoup de respiration héliotropique, et en fait, les pervers narcissiques ne ressentent rien en respiration héliotropique. Ils sont incapables d'ouvrir leur conscience, ils sont incapables d'ouvrir leurs émotions vers une conscience élargie. C'est pour ça qu'ils ont besoin eux-mêmes de devenir Dieu et de ne pas croire en un Dieu. Donc vous voyez la corrélation avec ces réseaux-là dont je parle dans certaines vidéos. Ça a toute sa logique. Ils ont besoin de ces réseaux, de ces clubs, de ces groupements. Je ne vais pas utiliser le mot ici non plus pour éviter toujours la censure, mais ça va de pair, quoi. Les pervers narcissiques et ces réseaux-là, mais c'est indissociable. C'est juste indissociable. Voilà, donc en fait, la glande pinéale, ils sont incapables de l'activer. Et c'est la raison pour laquelle ils restent athées, laïques, rationnels, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas du tout rationnels, ils sont tout le temps dans la pulsion, mais en même temps la pulsion contrôlée.
Alors, un site de psychologue dit que le cerveau du pervers narcissique est l'antichambre de la folie. Donc en fait, ce sont des mécanismes de défense et de fuite de lui-même. Parce que comme il se sent complètement vide, et qu'il a complètement honte de lui, eh bien, il a besoin de se fuir lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il refuse toute culpabilité, toute remise en question, toute empathie, tout ça, parce que c'est juste impossible. Il n'a pas le droit de ressentir les choses. Et donc, du coup, il va détruire l'autre parce que l'autre ressent et que c'est insupportable pour lui, en fait. Donc, ce sont des mécanismes de défense et de fuite de lui-même. C'est une structure mentale complètement défaillante, avec une rigidité psychique totale et une volonté de dépersonnalisation de l'autre, parce que c'est la façon dont il va se nourrir. Il a besoin de vampiriser l'autre, de dépersonnaliser l'autre, de s'accaparer l'autre, de s'approprier l'autre, pour pouvoir exister lui-même. Tout ça, c'est de la stratégie consciente, maîtrisée, calculée, c'est chirurgicalement calculé, vraiment. Donc c'est une folie structurelle, c'est une psychopathologie, c'est une lucidité pathologique, et c'est proche de la psychose. Donc c'est une perte de contact total avec la réalité, et on appelle ça dans le jargon neuroscientifique, le paracosme. Donc c'est un monde mental au lieu du réel, un monde mental qui se crée lui-même, le paracosme. Donc toutes ces anomalies cérébrales sont complètement similaires à celles des criminels violents psychopathes. Donc la différence, c'est que le psychopathe, il va être d'une violence physique, alors que le pervers narcissique parviendra à rehausser ça, si je puis dire, en violence morale, mais qui est encore plus insidieuse, perverse, quoi. Parce que détruire quelqu'un moralement, c'est beaucoup plus insidieux, mais c'est aussi beaucoup plus violent, en fait. Parce qu'un coup, encore, un coup, ça fait mal, mais on peut se restaurer, mais un coup psychologique, ça prend du temps à déjà en prendre conscience, et puis ensuite à se soigner de ces traumatismes. Et il y en a certains qui ne se soignent jamais de ces traumatismes. Pour preuve, le pervers narcissique en est un bon exemple. Donc, ce sont aussi des psychopathes sociopathes, en fait, mais d'un autre niveau, d'un niveau psychologique. Après, il y en a qui sont les deux, qui sont pervers narcissiques et psychopathes. Donc violents, et moralement, et psychiquement, et corporellement, physiquement. Donc en fait, c'est une structure psychique complètement défaillante, c'est-à-dire la psyché est complètement défaillante, comme je l'ai dit, il n'a pas d'âme. La psyché, ça veut dire l'âme, le souffle de vie, ça veut dire le conscient et l'inconscient. Et c'est intéressant aussi parce que c'est dans l'ameublement, c'est un miroir ovale sur pied. Or, le pervers narcissique refuse de se regarder dans le miroir. C'est insupportable pour lui, insoutenable. Donc il est toujours dans un mécanisme psychologique de survie, et donc des faux selfs en caméléon tout le temps. Quand il est menacé, alors il doit détruire l'autre. Et sa réalité est la seule possible. Donc il n'a aucun noyau identitaire, il ne peut pas être lui, puisqu'il n'existe pas dans sa structure mentale. Et donc il a besoin de remplir son vide par l'extérieur, parce qu'il est incapable de le remplir intérieurement. C'est pour ça qu'il est complètement dépendant de l'autre. Il a une psyché fracturée dans... Je suis désolée, j'ai écrit tellement petit que j'arrive pas à me relire. Il a une psyché fracturée dans les interactions familiales de l'enfant, pendant qu'il était enfant. C'est-à-dire qu'il a eu la peur d'être abandonné, il a eu tout le temps des toxicités autour de lui, et il a été incapable de se constituer sa propre identité. Mais je veux dire, moi j'ai vécu que avec des pervers narcissiques autour de moi, je suis pas comme ça. Donc pourquoi moi j'y ai échappé, pourquoi pas eux? C'est vraiment ma question, il y a une question de volonté aussi. Et qui est là dès l'enfance. Il y a quelque part, il y a une faiblesse
de personnalité, et c'est pas juste le cerveau qui, je pense pas quoi. Moi j'ai subi exactement la même chose, j'ai subi toutes les toxicités possibles et imaginables ou presque, pas les violences physiques, mais toutes les autres, je les ai eues quoi. Et pourtant je suis indemne, je suis plus qu'indemne, je suis HPE quoi. Donc pourquoi pas eux? Donc ils n'ont aucun noyau identitaire et ils ont un besoin compulsif vital de s'accaparer, s'approprier l'identité, l'énergie et la validation d'autrui. Donc ils ont besoin de vampiriser comme ils ont besoin de respirer, et c'est sur cette alimentation externe constante qu'ils survivent, et sans cette alimentation externe et constante, leur édifice mental il s'effondre. Et c'est là que c'est intéressant parce que j'y reviendrai un peu plus loin. Du coup, il est tellement profondément vulnérable, quand on le comprend, on peut complètement s'en protéger. Donc les origines de tout cela, c'est un amour conditionnel parental, ce sont des carences affectives structurelles, c'est un climat incestueux ou des absences de frontières, c'est une production de comportements parentaux toxiques, toujours, une reproduction de comportements parentaux toxiques, et des traumatismes et humiliations répétées. Mais là, pareil, quoi. Moi j'ai vécu tout ça, je suis pas perverse narcissique, quoi. Donc le pervers narcissique est profondément vulnérable, ce qui donne des avantages stratégiques quand on le comprend. Il est complètement dépendant, il a la terreur d'être démasqué, il a un vide existentiel, et il a une terreur de l'abandon. Donc il a des stratégies de contrôle, de dévalorisation, d'emprise, tout est prémédité, tout est planifié, c'est d'une lucidité glaciale, il ne ressent rien, il a besoin de détruire l'autre pour se préserver lui-même. Ses boucliers contre l'effondrement sont le déni et la projection, donc il refusera toute remise en cause, donc soit il est victime, soit il est héros, mais il n'est jamais le bourreau, alors que si, en fait, il est le bourreau tout le temps, quoi. Donc il a des mécanismes de défense primitifs, à force de mensonges, à lui-même et aux autres. Donc il est dans la mythomanie totale tout le temps. Il est incapable d'admettre ses torts, car pour lui c'est tout à fait insupportable. Il a le syndrome de l'imposteur, donc il sait parfaitement qu'il ne mérite pas l'admiration qu'il suscite, puisqu'il a toujours ses masques, mais il doit le prouver incessamment, parce que sinon toute sa psyché s'effondre comme un château de cartes, quoi. Donc il a une identification projective, c'est-à-dire qu'il projette tous ses défauts sur autrui, principalement sa honte et sa culpabilité. Il ne retient que ce qui est, entre guillemets, bon, c'est pourquoi il a une grandiloquence et une puissance estimée de lui-même. Donc comme je dis, c'est un bourreau qui ne perçoit pas qu'en fait c'est lui le bourreau et qui se considère comme la victime ou le héros tout le temps. Et donc il est tout le temps dans la narration et dans la destruction, et c'est pour ça que la société aussi, c'est de la narration d'histoires complètement fausses, soi-disant Jésus serait le sauveur des Juifs, soi-disant Napoléon a fait je sais pas quoi, soi-disant Bismarck a fait ça, soi-disant... en fait c'est tous des gens qui ont été prêts à envoyer d'autres hommes à la guerre, quoi. Sauf Jésus, mais Jésus, ils ont complètement rechangé tout ce qu'il a dit en disant ouais c'est un prophète qui s'y croit, machin, un messie, mais non, c'était un homme comme un autre, quoi, qui a simplement dit ben voilà, vous ouvrez votre dent pinéale et vous comprenez qui est Dieu, mais pour eux c'est impossible, il faut faire taire ces gens-là, c'est insupportable. Donc voilà, ils sont toujours dans la narration et dans la destruction. Alors je voudrais aussi parler un petit peu de deux hormones qui sont la sérotonine et la mélatonine. Pourquoi je veux en parler? Parce que en fait, les hypersensibles, les empathes et les hyperempathes sont des personnes complètement équilibrées, mais qui ont eu tellement de traumatismes eux-mêmes qu'ils ont hyper développé leurs sensations et leurs émotions, leurs capacités sensorielles et émotionnelles. Il n'y a rien de mal à ça.
Il n'y a strictement aucun mal à ça, au contraire, puisque ce sont nos mécanismes de défense et de compréhension du monde, d'appréhension du monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand une personne est bien, elle a toutes ces hormones qui fonctionnent bien, dont la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Donc cette hormone du bonheur, la sérotonine, c'est elle qui garde les équilibres biologiques, qui régule l'humeur, le sommeil, l'appétit, la digestion, qui régule aussi les douleurs, la libido, et qui régule l'homéostasie. Donc c'est-à-dire vraiment les équilibres de faim, de sommeil, des saisons, de tout ça. Donc cette sérotonine, elle est complètement équilibrée chez l'HPE ou l'hypersensible quand il est en phase de repos. Mais le pervers narcissique va jouer justement, va appuyer sur tous ces boutons, justement il va vous créer des problèmes de sommeil, il va vous donner du stress à mort, il va vous humilier, il va vous culpabiliser, il va vous dévaloriser, et du coup vous allez perdre l'appétit, ou vous allez au contraire avoir trop faim, ou vous allez compenser autrement, compenser vos besoins d'amour qui ne vous donnent pas, il va vous créer du souci, donc vous allez avoir des problèmes de sommeil, etc. Donc votre sérotonine baisse, votre taux de sérotonine est détraqué. Donc il faut retrouver un équilibre de la sérotonine, c'est important. Et la production de sérotonine, c'est 1% dans le cerveau, 94% dans le tube digestif, donc dans les intestins. Du coup, ça passe dans le sang, ça régule la coagulation et la vasoconstriction. C'est aussi pour ça qu'on peut avoir des problèmes de cœur quand on est avec un pervers narcissique, des tachycardies. Et c'est aussi 5% dans le tronc cérébral, donc je suppose dans les vertèbres. Et cette sérotonine, il y a 99% qui doit passer par le sang pour être activé, et il y a 1% qui doit être créé par le cerveau, parce qu'il y a apparemment une barrière entre le sang et le cerveau, où la sérotonine ne passe pas. Donc le cerveau doit aussi créer de la sérotonine. Et donc si le cerveau est en stress permanent, ce que crée le pervers narcissique, eh bien les niveaux de sérotonine sont perturbés. Donc c'est important, quand on est avec un pervers narcissique, de retrouver le sommeil, de retrouver le calme, de méditer, de faire de l'introversion, de se faire de bonnes choses, d'aller dans la nature, de se ressourcer, de bien manger, etc. Et la mélatonine, elle est sécrétée par la glande pinéale. Donc ça veut dire que, apparemment, les pervers narcissiques, ils n'ont pas de mélatonine, quoi. C'est la mélatonine qui corrige les désynchronisations. Donc là aussi, c'est très important d'activer sa glande pinéale quand on a été traumatisé par des pervers narcissiques, que cela ait été dans l'enfance, ou bien que ce soit actuel dans votre relation actuelle, dans vos relations actuelles. Et comment donc activer cette glande pinéale? Eh bien, franchement, il y a un système qui est très efficace, c'est la respiration holotropique, que je recommande vraiment vivement. Donc il y a la méditation, il y a le ressourcement dans la nature, il y a le sommeil, etc. Mais il y a aussi, vraiment très efficace, c'est la respiration holotropique. Et donc la respiration holotropique va faire monter la mélatonine, et donc corriger les désynchronisations et vous soigner. Voilà ce que j'avais à dire sur le cerveau du PN et l'impact que cela avait sur la société. Et donc dans ma prochaine vidéo, je développerai encore davantage les neurosciences sur comment fonctionne le cerveau en général, l'hippocampe, le cortex préfrontal, l'amygdale, quels sont vraiment leurs rôles, et l'hypothalamus aussi, et aussi donc la glande pinéale qui est l'épiphyse. Et donc je développerai encore tout ça dans ma prochaine vidéo, avec cette idée de l'impact qu'a la testostérone peut-être dans le développement du fœtus. Voilà, si vous aimez mes vidéos, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, laissez des commentaires, faites suivre le lien à des amis, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci!